On ne va pas se mentir, spécial ce soir avec deux invités exceptionnels sur iTélé, Edgar Morin et Tariq Ramadan. Bonsoir à tous les deux. Vous avez écrit ensemble un livre passionnant, une conversation sur les grandes questions de notre temps, un dialogue dense, vif, parfois très émouvant. Ça s'appelle Au péril des idées. Voilà, on le voit à l'image. C'est aux presses du Châtelet. Edgar Morin, vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS. Vous êtes philosophe, vous êtes sociologue, vous êtes le père de ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Vous êtes auteur d'une 60aine d'ouvrages traduits en plus de 30 langues. Vous êtes docteur honoris causa dans 24 universités. Est-ce qu'on a le droit de donner votre âge à l'antenne ? 93. 93 ans. Oui, je suis né en 21. Vous êtes né en 1921, effectivement, et vous êtes toujours très en forme. Tariq Ramadan, bonsoir à vous. Vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et éthique. Et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, principalement sur l'islam. L'objectif de ce livre, c'était de confronter deux hommes qui n'avaient strictement rien à voir a priori, c'est-à-dire un agnostique né juif, penseur dont la réputation, je viens de le dire, est faite et universelle. Vous faites quasiment l'unanimité. Edgar Morin. Et un homme, Tariq Ramadan, même si vous êtes élu par Time Magazine parmi les penseurs les plus influents, la liste des 100 penseurs les plus influents de la planète, en France, vous êtes considéré par certains comme infréquentable. Alors justement, vous n'aviez pas peur de vous frotter à l'infréquentable Tariq Ramadan, à ce qu'on vous accuse de dédiaboliser Tariq Ramadan, Edgar Morin ? D'abord, vous savez, moi je ne fais pas d'abord tellement l'unanimité et j'ai bien des détracteurs, mais c'est vrai qu'en France, Tariq Ramadan a une opinion, enfin, il est diabolisé d'une certaine façon. Alors moi ça m'a tenté de deux façons. Premièrement, moi je n'aime pas du tout ces rumeurs autour des gens dont on nous dit le pire, avant de voir un peu ce qu'ils ont. Et puis je me suis dit, si Tariq Ramadan a des idées tellement opposées aux miennes, eh bien c'est intéressant de les confronter. Et donc c'était un challenge pour moi, parce que je me disais peut-être que au lieu de dédiaboliser Tariq Ramadan, c'est peut-être lui qui va me diaboliser un petit peu. Il a réveillé chez ceux qui veulent me diaboliser leur envie de me diaboliser. Non, il ne va pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est créé en plus en nous une sympathie, même maintenant une amitié. Et donc ça peut surprendre qu'on soit d'accord sur tellement de points. Bien entendu, le point différent, absolument, c'est que lui, c'est un croyant. Et moi, je suis un agnostique, un non-croyant. Mais même là-dedans, si vous voulez, moi, je ne suis pas ce qu'on appelle un athée militant. Ce n'est pas l'existence de Dieu que je nie. Je pense pour moi qu'il y a un mystère dans l'univers que je refuse, moi, d'appeler Dieu. Lui, il m'a connu depuis moins longtemps, je l'ai étudié. Je venais à lui dans les années 80 comme un étudiant, comme un élève, presque comme un disciple de certaines idées fondamentales. Et eu égard à son parcours, eu égard aussi à l'expression de la complexité, j'avais écrit un livre de philosophie qui s'appelait L'autre en nous, que j'avais dédié au point-virgule. C'est le point de la ponctuation qui dit la complexité, qui était très très proche de toute cette perception nécessaire aujourd'hui, et puis la volonté que je voyais chez lui de ne rien vouloir simplifier, d'aborder les différents points de vue. Et donc c'était d'abord un texte qui, au-delà de la question de Dieu, parce qu'elle est centrale dans notre débat, parle de l'humanisme, parle de la diversité des identités, parce que nous le vivons les deux, nous l'avons vécu les deux, et puis l'idée que c'est pour le tout public, en fait. C'est un texte qui n'est pas difficile à lire. C'est un texte qui aborde des questions profondes, mais qui n'est pas difficile d'accès. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça touche tout le monde. Les athées, les agnostiques, les juifs, les chrétiens, les musulmans, en posant un certain nombre de questions et de principes fondamentaux. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que certains se sont surpris du fait qu'on était d'accord sur tout. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que deux horizons, deux destins se rencontrent sur l'essentiel. Je dirais qu'en France, c'est plutôt une bonne nouvelle à l'ère des controverses. C'est pour ça que ceux qui aiment les matchs de boxe intellectuels seront déçus. Mais je pense que ceux qui aiment les confrontations, peut-être seront intéressés. Effectivement, l'intéressant était de voir comment à partir de des points de départ extrêmement différents, nous nous rejoignions sur, par exemple, cette question
de l'humanisme. Alors évidemment, l'humanisme, c'est un mot très vague, ça veut dire respecter tout ce qui est humain, quelle que soit sa croyance, sa naissance, sa race, sa religion. Mais bien entendu, je pense que nous avons ce même sentiment. Mais au risque de la naïveté? Je ne crois pas naïf, parce que c'est une position de principe. Mais je veux dire que vous avez raison. Mais ça, c'est l'idée courante de l'humanisme. Moi, j'ajoute ce fait que nous sommes à une époque où tous les êtres humains de tous les continents ont la même communauté de destin, c'est-à-dire courent les mêmes risques et les mêmes problèmes vitaux, que ce soit la dégradation de la biosphère, la multiplication des armes atomiques, que ce soit les crises économiques, etc. Donc, tous les êtres humains ont un même problème. Et moi, pour moi, l'humanisme, c'est de sentir que nous avons ce destin commun, et je dirais même plus, c'est de ressentir en moi que je suis un tout petit élément dans cette formidable aventure de l'humanité qui a commencé avant même la préhistoire et qui continue de façon imprévue, on ne sait pas où. Voilà un peu l'idée d'humanisme. Et moi, ça fait 30 ans que je dis plusieurs choses. D'abord, dans mon univers de référence, l'islam. Je dis que l'islam en tant que tel n'a pas de problème avec les femmes, mais que les musulmans ont un problème avec les femmes, pour plein de raisons. D'abord, pour leur façon de lire les textes. Secondement, parce que la culture patriarcale de l'origine a eu un impact sur la lecture des textes. Et ce que je dis aux femmes, et aux hommes, d'abord, je dis que ce combat-là, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est les hommes et les femmes ensemble. Et ce que je dis aussi aux femmes, de ce point de vue-là, c'est de ne pas en tant que musulmane, prendre une posture victimaire. C'est de comprendre que cette religion, parce qu'elle parle de leur dignité, parce qu'elle parle de leur essence de femme, et c'est aussi ça qui est important, c'est que 95% du discours musulman sur les femmes parle de leur rôle en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, mais pas en tant que femme. Nous avons à développer un discours féminin. J'appelle les femmes à une lecture du Coran, à être engagées dans les sciences islamiques, à développer quelque chose qui doit être une présence sociale, et je vais plus loin que le discours traditionnel qu'on a en islam, l'égalité devant Dieu et la complémentarité sociale. Je pense que ça ne peut pas être ceci, qu'il faut se battre, et je suis pour le combat, par exemple, sur la question des salaires, compétences égales, salaire égal, engagement égal dans la société. C'est-à-dire que vous appelez les femmes musulmanes aujourd'hui à s'émanciper du texte? Non. Mon problème, il n'est pas dans le texte. Mon problème, c'est la lecture du texte. À s'émanciper de la lecture masculine et de la culture patriarcale des origines pour redécouvrir dans le texte des horizons qui permettent un développement qui reconnaît leur identité et leur autonomie. Toute loi nationale qui irait à l'interdiction de l'avortement serait quelque chose que je ne soutiendrais pas. Pourquoi? Parce que la législation, la pensée juridique musulmane est allée très très loin dans le cas par cas. Et contrairement à l'idée qu'on a dans le catholicisme ou dans le christianisme, qu'on s'oppose de fait, il y a un principe commun, c'est non à l'avortement, avec le fait qu'on pourrait être d'accord quand la mère est en danger, mais il faut aller plus loin que ceci. Et il n'y a jamais d'avortement heureux. Mais l'interdiction une et formelle, je pense que c'est une erreur. La vraie question, c'est quelle politique a-t-on quand cela concerne pas simplement la sécurité, parce que le bilan sécuritaire de Valls à l'intérieur n'est pas très très bon, déjà d'une part, mais d'autre part, sur le plan de la justice sociale, c'est quand même Valls qui a pris des mesures contre les Roms, contre ceux qui se sont installés en France, contre les immigrés. Il tient un discours plus royaliste que le roi, à force de trop vouloir montrer qu'il est vraiment français, amoureux de la République. Il transforme finalement l'esprit de la République, qui était plutôt inclusif dans son histoire que dans l'exclusion dans le temps présent. Est-ce qu'on a le droit de parler de Français de souche, Edgar Morin? Est-ce que vous comprenez cette phrase? Les souches, que veut dire la souche? Parce que nous savons aujourd'hui que presque un tiers des Français actuels sont d'origine immigrée dans des époques antérieures, au début du XXe siècle, etc. Alors, où remonte la souche? C'est ça qui est important, parce que quelqu'un qui est né en France de parents étrangers peut dire que sa souche est devenue française. À mon avis, tout ça aujourd'hui fait partie de cette psychose dans laquelle la peur et l'angoisse de l'autre temps, aggravée par la crise, fait qu'on cherche toujours, que ça s'est passé après la crise de 29, on cherche chez l'étranger, chez le métèque, chez le juif, chez l'arabe, le rome.
Et là aussi, moi, de Valls, c'est la chose qui m'a scandalisé, c'est le côté contre ce malheureux peuple qui, depuis des siècles et des siècles, est persécuté. Le traiter comme ça, c'est honteux. Mais c'est une parenthèse. Donc, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, la France est faite est un pays multiculturel dès l'origine, parce que nous avons dès l'origine des Flamands, des Bretons, des Basques, des Catalans, des Alsaciens, et ce sont des gens d'ethnies différentes, qui ont tous des langues différentes, seulement ils ont été francisés pendant les siècles. Les immigrés, ça prend la suite, ils entrent et puis ils sont francisés. Le cas de Valls, c'est un exemple, le cas de Sarkozy est aussi un autre exemple. Moi, d'ailleurs, Finkielkraut est un excellent exemple d'intégration. Il me la pousse même tellement loin que désormais, il ne veut plus que les autres soient intégrés. Mais c'est quand même un fils de juif polonais qui est devenu un Français excellent, extrêmement cultivé. Son tort, maintenant, est de penser que sont inassimilables les gens qui viennent d'ailleurs. Mais là-dessus, lui, c'est un exemple parfait de la France multiculturelle dont je parle. Et alors, donc, si vous voulez, nous savons très bien qu'il a des phobies obsessionnelles sur les musulmans. Mais vous savez, il y a des points de fixation. Moi, il y avait des gens dans ma jeunesse qui voyaient les juifs partout. Les juifs, ils sont partout. Mais lui, il voit les boucheries halal partout. Et qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a ce type de fixation, d'obsession puérile, ça existe chez des tas de gens, mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce que vous répondez à Éric Zemmour qui dit, moi, dans tous les endroits où j'ai grandi, dans le 18e, à Drancy, eh bien, ça est remplacé par des populations maghrébines. D'abord, je pense d'abord dans la séquence des questions que vous posez, la première sur la question de souche permet aussi de répondre à ceci, parce que le fait du français de souche, c'est une construction idéologique. Le français de souche, c'est juste un immigré de plus longue date. C'est ça la réalité, c'est que nous sommes tous d'une certaine façon des immigrés, puis on a de plus longue date, et on a créé 2 souches. Mais la diversité dont parlait Edgar Morin, elle est la réalité. Aujourd'hui, après 4 générations, des Français de confession musulmane sont encore appelés Français d'origine immigrée. C'est-à-dire qu'on ne les intègre pas à la Constitution nationale. Pourquoi? Parce que le problème, il est psychologique. Il est dans une nouvelle formation de notre identité de Français à l'exclusion des autres. Alors aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en France, c'est le contraire, je dirais, de ce que dit Alain Finkielkraut et de ce que confirme Zemmour, c'est que le processus qui installe des gens, qui les enracine culturellement, ces Françaises et ces Français qui sont de confession musulmane, mais qui parlent le français comme vous et moi, qui pensent français, qui sont de culture française et de culture européenne, mais c'est une chance pour la France, cette diversité-là, elle est plutôt de montrer que ça marche. Pourquoi ça marcherait pour Finkielkraut et il voudrait que ce soit l'exclusion pour tous les autres? Qu'est-ce qu'il y a dans l'islam, ou en tout cas dans leur compréhension de l'islam, qui rendrait la musulmane ou le musulman impossible à intégrer dans leur esprit dans la République? Parce que le problème, c'est pas la République, c'est leur esprit. Et donc, de ce point de vue-là, il faut dire qu'aujourd'hui, je dis le contraire pour ce qui me concerne. Je dis qu'aujourd'hui, le processus d'installation, de compréhension de ces citoyens, il est en marche. Et que ceux qui, en 2005, étaient dans la rue en France, c'était des vrais Français. Et il n'y avait rien du fait qu'ils étaient arabes ou qu'ils étaient musulmans. Ils demandaient la justice sociale. Et j'en veux et à la droite et à la gauche dans ce pays, de n'avoir rien fait depuis 2005 comme vraie politique sociale. Et c'est parce qu'ils ne font rien qu'aujourd'hui, le populisme de Marine Le Pen est en train de gagner du terrain. C'est pas parce que les Français sont racistes, mais c'est parce que les partis traditionnels ont déserté la question politique. Quand quelqu'un, par exemple, se convertit à l'islam, je leur dis, à la femme comme à l'homme, il n'y a pas besoin de changer de nom. Et le fait, quand on s'installe et quand on donne des noms à des enfants, il y a une chose qu'il faut qu'on reconnaisse, c'est que le cœur parle et qu'on donne à ses enfants les noms de son cœur et les noms de sa trajectoire historique. Et c'est tout. Et de ce point de vue-là, il faut accepter que la France... Aujourd'hui, un nom comme Aïcha, un nom comme Mohamed, un nom comme Abdallah, c'est des noms français. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam est une religion française, mais il faut que la France, avec ses politiques, se regarde en face et accepte sa diversité et ne tombe pas dans le discours que nous avons de Finkielkraut, parce qu'au fond, ce discours-là est extrêmement dangereux, parce qu'il crée, lui, la division. Qu'est-ce qui est en train de dire? Il est dangereux, mais il est de plus en plus populaire. Tout à fait, mais c'est l'idée, c'est le populisme qui dit nous sommes en train d'être colonisés, c'est grave. Il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec Tariq, c'est que j'ai trouvé tout à fait mauvais que, surtout à partir de Sarkozy,
au lieu de dire des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, on dise des musulmans. Et c'est-à-dire on définit les gens par leur religion, alors qu'on ne le fait pas tellement. On dit les Français, on ne dit pas ils sont chrétiens, ils sont protestants. Et je pense qu'à ce moment-là, la réduction à la religion est une chose qui ne vaut que pour ceux qui sont vraiment pieux. Bien entendu, il y a beaucoup qui ne sont pas pieux, mais qui continuent à donner des prénoms traditionnels, c'est évident. Mais donc, si vous voulez, moi je pense que l'Europe est en crise. Je souhaite que l'Europe ne peut se développer, ne peut vivre que s'il y a un sursaut et qu'elle prenne une voie nouvelle. Elle est dominée par une bureaucratie bruxelloise. Elle a fait des lois d'homogénéisation au lieu de respecter la diversité des pays européens. Il y a toute une série de choses à dépasser et je suis extrêmement inquiet, y compris pour ces élections.